et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1h de ce 20h. L'Union européenne et l'UA se retrouveront prochainement à Bruxelles pour un sommet. La sécurité alimentaire est au cœur du programme. En prélude à l'événement, les pays ouest-africains et les partenaires européens ont tenu une réunion par visioconférence. La politique ivoirienne d'autosuffisance alimentaire a été présentée. L'initiative pour la transformation de la noix de cajou est lancée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement américain apporte son appui à l'État ivoirien dans ce projet. Comme avantage, la filière de noix de cajou en pleine expansion dans notre pays deviendra plus rentable et les revenus des paysans devraient s'améliorer. Le dossier inter de ce 20h nous conduit au Mali qui fait l'objet de sanctions par la CEDEAO depuis un mois maintenant. L'impact du blocus financier laisse des séquelles. Ce grand pays sahélien qui n'a aucune ouverture sur la mer est à bout de souffle. Mali, la vie après l'embargo, c'est le dossier inter à voir tout à l'heure. Luc Montagnier n'est plus. Le prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH s'est éteint le 8 février dernier à Paris. Professeur à l'Institut Pasteur et directeur de recherche, il fut récompensé du prix Nobel de médecine en 2008 avec une autre collègue virologue, Françoise Barré-Sinoussi. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'Union européenne et l'UA se retrouveront très bientôt à Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour un sommet. La sécurité alimentaire est au cœur du programme, mais avant cela, les pays ouest-africains et leurs partenaires européens ont tenu une réunion par visioconférence. Le ministre Kobena Kwasi Agumani a déclaré la politique ivoirienne d'autosuffisance alimentaire. Didier Nguessan. Élaborer un plan d'action conjoint entre l'Union africaine, la Commission européenne et les bailleurs internationaux en vue de développer les filières de protéines végétales. Celles-ci seront avantageuses du point de vue de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et des opportunités économiques pour les pays africains. Pendant cette visioconférence, le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire et leurs partenaires européens se sont accordés sur les centres d'intérêt afin d'avoir des conclusions opérationnelles lors du sommet. Faire en sorte que notre agriculture soit mécanique pour produire de façon intensive sur des espaces réduits. C'est de cette seule façon que nous pouvons combattre la déforestation. Faire en sorte qu'il y ait de la forêt partout, faire en sorte que les plans d'eau extraordinaires que nous avons puissent toujours demeurer. Augmenter les revenus des paysans en stimulant une filière forte et durable et reconquérir du terrain. Au désert, grâce à la Grande Muraille Verte, sont entre autres les résultats tangibles qu'espère voir le président français Emmanuel Macron. Et ce partenariat euro-africain peut nous permettre de complètement révolutionner les prochaines années. D'abord, en cherchant à aider, soutenir la consommation locale, au plus près des femmes et des hommes qui travaillent la terre. Ensuite aussi, pour viser un marché régional, tiré par la demande des grandes villes africaines. Et également pour le marché européen qui peut servir de puissant moteur pour l'investissement dans les économies rurales du continent. La Côte d'Ivoire qui accueillera la COP15 en mai prochain, le Sénégal qui assure la présidence de l'Union africaine et le Bénin, pays riche en protéines végétales, sont consentis pour s'impliquer au plus haut sommet pendant le rendez-vous de Bruxelles. Les acteurs de la filière cajou peuvent se réjouir ici en Côte d'Ivoire. L'initiative pour la transformation de la noix de cajou est lancée dans notre pays. Le gouvernement américain apporte son appui à l'État ivoirien dans ce projet. Et comme avantage, la filière en pleine expansion en Côte d'Ivoire deviendra plus rentable. Les revenus des paysans devraient s'améliorer avec cette politique de transformation. L'enseigne Bakayoko. Premier bassin mondial de noix de cajou avec plus d'1 million de tonnes annuelles, la Côte d'Ivoire ne transforme que 10% de sa production contre 90% exportés brut. Au plan national, l'ambition affichée est de porter ce niveau de transformation à 52% à l'horizon 2025. Une ambition partagée par le gouvernement américain qui met à la disposition de la sous-région un projet financé à hauteur de 32 milliards de francs CFA. La valorisation des produits agricoles passe par leur transformation. Le projet fournira une assistance technique adaptée, de haute qualité, en mettant en œuvre des mécanismes de financement innovants et en mettant en relation des investisseurs du monde entier avec des entreprises ouest-africaines de transformation de noix de cajou. Redynamiser les installations de traitement de la noix de cajou
faciliter l'accès aux fonds de roulement, stimuler des investissements additionnels de qualité, réunir des acteurs financiers à fort potentiel, les 4 leviers de ce projet, mais également les clés pour les usiniers locaux. Vu que la production se passe sur une période de campagne de 3-4 mois, il faut pouvoir faire le stock et transformer sur 9 mois. Du coup, nous avons des problèmes de trésorerie. Et ça, avec ce projet, il vient effectivement à point nommé accompagner déjà les belles initiatives prises par l'État de Côte d'Ivoire. Cet appui financier vient renforcer les mesures déjà prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment la subvention de 28 milliards accordée aux coopératives et la ligne de garantie ouverte en faveur des transformateurs. Le gouvernement continue de soutenir l'industrie de transformation de la noix de cajou, de soutenir les industriels nationaux, etc., pour un objectif d'inclusivité au niveau de la transformation dans cette filière, pour que le niveau de transformation puisse évoluer. 4 nouvelles zones agro-industrielles d'une capacité globale de 80 000 tonnes sont également en cours de création. Le choix stratégique du gouvernement de promouvoir ces produits agricoles à la base. Et de ce fait, nous devons désormais œuvrer à exporter de moins en moins de noix brutes de cajou et nous inscrire de plus en plus dans la transformation. Cette transformation doit être soutenue par une véritable stratégie de promotion de consommation locale afin de développer un marché local et sous-régional dynamique et compétitif. La filière de la noix de cajou contribue à 8% de la richesse nationale. Le défi de la production relevé, il s'agit désormais de capter toutes les opportunités liées aux autres chaînes de valeur, en l'occurrence la transformation et la distribution. Et les lignes bougent aussi bien au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce département ministériel vient de signer avec l'Institut mondial pour la croissance verte une convention de coopération. L'Institut va aider notre pays à atteindre ses objectifs en matière d'investissement vert et de lutte contre les changements climatiques. Grace Kando nous explique tout. Une signature de convention qui réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts en faveur de la lutte pour la préservation du climat et l'atteinte d'une économie verte. L'Institut mondial pour la croissance verte lui apporte son soutien dans sa politique de développement durable. Il s'agit de développer des projets en partenariat pour renforcer la capacité d'un certain nombre, par exemple, de négociateurs qui participent aux négociations. Il s'agit aussi de renforcer la capacité d'acteurs du secteur privé, d'acteurs de la société civile, pour permettre en fait de renforcer tout l'écosystème vers la compréhension des enjeux climatiques et vers donc les atteintes de développement plus durables et plus verts. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'Institut mondial pour la croissance verte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par la Côte d'Ivoire en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre lors de la COP21 à Paris en 2015. Cette coopération est un acte fort pour notre pays en général et particulièrement pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans sa mission de promotion du développement durable. Elle vient renforcer les actions de performance économique amorcées par la Côte d'Ivoire dans les domaines de réduction de la pauvreté, de création d'emplois, d'inclusion sociale et de durabilité environnementale. La coopération s'inscrit dans un plan quinquennal 2021-2025. C'est en septembre 2020 que la Côte d'Ivoire a rejoint officiellement la liste des membres de l'Institut mondial pour la croissance verte. La vie est une école et on ne finit jamais d'apprendre, dit-on. Eh bien, 60 dirigeants des entreprises publiques peuvent en témoigner. Pour être plus performants et productifs, ils ont suivi une formation en management et c'est à l'initiative de l'État ivoirien qui est engagé dans la promotion de la bonne gouvernance. Leur certificat délivré par HEC Paris leur a été remis par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Les détails avec Mahama Traoré. Cette première promotion du Public Executive Certificate compte 60 auditeurs. Destinés aux directeurs généraux d'entreprises publiques et à leurs adjoints, ce programme de formation s'est déroulé durant 6 mois en mode présentiel, virtuel et par des séances de coaching individuel. Modules dispensés, la bonne gouvernance, la stratégie, le pilotage de la performance et la communication digitale.
Quand on parle de communication au niveau de nos entreprises, aujourd'hui, grâce à HEC, on sait comment prendre en charge notre société par une bonne communication et lorsqu'on a un risque, comment communiquer autour de ce risque-là pour pouvoir atteindre nos objectifs. La performance se nourrit d'un certain nombre de paramètres. Entre autres, la capacité à mettre en place une stratégie d'entreprise, à développer un leadership qui soit inclusif et qui permette à l'ensemble de l'équipe de tendre vers un objectif connu et vers lequel tout le monde se mobilise. Ça va nous permettre de nous améliorer davantage et ensuite permettre d'améliorer notre plan stratégique et notre démarche face aux défis qui sont les nôtres. Cette formation m'a permis de comprendre qu'il faut prendre de la hauteur quand on met en place un comité de crise, de sorte que ce sera plus facile pour moi de mettre en œuvre ce plan-là à l'issue de la formation que j'ai reçue. Nous trouvons que ces modules sont des éléments essentiels pour compléter notre vision et nous permettre d'avoir des bons résultats au niveau de nos différentes entreprises. Des entreprises du portefeuille de l'État efficaces de par leurs prestations et rentables. Voilà qui motive le gouvernement à miser sur le renforcement de capacités des dirigeants sociaux. Le programme qui vient de s'achever a été piloté par la Direction générale du portefeuille de l'État avec l'appui pédagogique de HEC Paris. Nous sommes dans un environnement international comme national qui est en perpétuel mouvement. Il faut acquérir de nouvelles connaissances également et donc se donner, maîtriser tous les outils qui vous permettront donc de renforcer les performances de votre entreprise. Ce qui importe, c'est qu'on ait un mouvement haussier, un mouvement positif concernant l'évolution des résultats de nos entreprises publiques. 81 entreprises sont répertoriées dans le portefeuille de l'État. En 2020, ces sociétés ont généré 33 milliards de francs CFA de dividendes au profit des caisses de l'État. Le gouvernement qui travaille aussi pour une école de qualité a engagé des états généraux du secteur. L'UNESCO soutient cette initiative. Des experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture séjournent justement en Côte d'Ivoire. Et ils sont venus présenter une étude comparée du système éducatif ivoirien. Ces travaux font partie du processus de révalorisation de la pédagogie nationale. Walter Madou Ouattara. Cette étude comparée prend en compte plusieurs points, à savoir un nouveau contrat social pour l'éducation, une forte collaboration entre l'école, la communauté et les familles dans le développement de l'éducation ou encore une solide motivation des enseignants parce que leur profession est jugée prestigieuse par les experts. Ils sont au nombre de 8, ces experts issus de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'un de leurs, Borem Chakroun, directeur de la division des politiques et des systèmes d'apprentissage, a eu la charge de présenter l'étude. Le rapport d'étude comparé du système éducatif ivoirien par l'UNESCO a été mesuré sur les indicateurs socio-économiques du Ghana, de la Malaisie, de la République de Corée et du Vietnam. Un choix qui s'inscrit dans le cadre des réflexions relatives aux états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le Premier ministre a souhaité qu'on s'inspire de l'expérience de ces différents pays-là. Comment ça s'est passé dans ces pays, comment ça continue de se passer. Et donc, à partir de l'exemple de ces 5 pays, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire? Et c'est tout ça qui va nous permettre, à la fin du mois de mars, d'avoir un seul rapport, le rapport Côte d'Ivoire sur les conclusions des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, avec des propositions de réforme, si besoin en était. La présente étude comparée est prévue pour être remise au Premier ministre Patrick Hachi. Voilà, on accentue aussi la lutte contre le coronavirus. Ce jeudi 10 février 2022, 35 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire sur 1763 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 64 nouvelles guérisons, 2 décès enregistrés malheureusement en ce jour. Préservons notre santé, faisons-nous tous vacciner, surtout continuons de respecter les gestes barrières. Et cela fait bientôt 3 ans que cette pandémie de coronavirus a été découverte et le monde se bat pour le vaincre.
Eh bien, lui, il se nomme Luc Montagnier. Il a découvert le VIH il y a donc le 8 février et il a quitté la terre des hommes le 8 février dernier. Le prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH s'est éteint à Paris, professeur à l'Institut Pasteur et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Il fut récompensé du prix Nobel de médecine en 2008 avec une autre collègue virologue, Françoise Barré-Sinoussi, pour la découverte du VIH. Luc Montagnier était très engagé dans le combat contre cette maladie qui causera la mort de millions de personnes dans le monde. Des malades à qui il rendra hommage quand il obtiendra son prix Nobel. C'était donc en 2008. Les prédicateurs et encadreurs musulmans réunis au sein de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire étaient en congrès ordinaire. Défi du discours religieux à l'ère de la vague médiatique est le thème de ce 9e congrès ordinaire. Les congressistes ont examiné les tests qui régissent leur association afin de les adapter au contexte et aux réalités du pays. Pagasoro Kone de Madoundi. Imam Kone Ibrahim reste le président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, l'IPSI, pour les 3 prochaines années. Les 35 sections de la structure réunies à la mosquée centrale d'Angry-Château l'ont reconduit à l'issue de leur congrès ordinaire. Reconnaissant, le président de la LIPSI a exprimé toute sa gratitude à ses pairs pour la confiance renouvelée. Je suis content, mais je demande leur prière parce que je ne peux pas faire un pas sans eux. Si le premier mandat a été une réussite et qu'on me renouvelle encore un autre mandat de 3 ans, ça veut dire que là où nous sommes arrivés, il faut qu'on aille au-delà. Défi du discours religieux à l'ère de la vague médiatique. Cette thématique était au centre de ce 9e congrès. Le conférencier a exhorté les prédicateurs à une bonne maîtrise des méthodes de communication. Nous leur avons proposé des techniques de communication, notamment celle d'Abraham Maslow, en ce qui concerne la hiérarchie des besoins, et ensuite une autre technique, celle de Eric Berne, en ce qui concerne l'analyse transactionnelle. Comment faire pour que le message divin soit très bien diffusé de la belle manière afin de ne choquer personne. Faman Touré, parrain de cette cérémonie, a imploré le Tout-Puissant pour le nouveau président afin qu'il honore et l'agrée. Présent également, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a félicité le président Kone Ibrahim pour sa reconduction à la tête de la LIPSI avant de l'inviter à être à la disposition de la communauté. Nous avons un défi à relever. La parole que nous disons est très importante. Il s'agit de la foi des gens. Il s'agit de leur pratique religieuse. Si notre message n'est pas bien compris, peut-être on ne va pas atteindre nos objectifs parce que ce que nous avons dit comme parole, les gens n'ont pas tout compris. Donc ça peut donner le résultat contraire. Les congressistes, à l'issue des travaux, ont approuvé le bilan financier et moral dressé par le Bureau national. Créée en 1988, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire LIPSI, sa mission, véhiculer le message de l'islam dans toute sa diversité. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le pays se prépare activement pour ce grand rendez-vous sportif du continent. Après l'édition passée qui s'est achevée donc au Cameroun, une délégation de la CAF en visite dans notre pays pour s'imprégner des travaux a tenu aujourd'hui un point presse pour faire le bilan de sa mission d'inspection. Et la CAF se dit satisfaite et annonce l'installation à la mi-avril de son secrétariat général. La Côte d'Ivoire, terre d'accueil, d'hospitalité, distille la bonne humeur. RTI, avec l'équipe de production Bonjour, continue sa tournée à l'intérieur du pays. Et c'est la ville d'Abengourou qui a accueilli samedi dernier les humoristes. Ils ont fait montre de leur talent, de leur savoir-faire et ont réussi à arracher le sourire aux populations. Notre reporter Pagasoro Kone de Badongui n'a pas pu résister. Eh bien, on l'espère aussi pour vous. Communion parfaite entre humoristes de Bonjour de la RTI et population d'Abengourou, localité située dans la région de l'Indéné-du-Abien, à l'est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la place de la Solidarité, au quartier Château. On est dans l'avion. Et puis il y a une femme qui est de loin là-bas, elle me dit « Monsieur Twinty, vous voulez manger quoi ?» Je dis « Je veux un bon garba avec poisson thon. » Elle dit « Non. Ici, nous, on mange léger. » Il dit « Oui, je sais. » C'est pourquoi il n'y a pas commandé Foussou à SS Grade. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci, brave population de l'Indénié
Djoablin. Voyez-vous, quand on démarre Bonjour, il y a 15 ans, c'était ça. Qu'on soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud ou au centre, c'est ça la Côte d'Ivoire, la convivialité. Et la RTI, vous voir comme ça, toujours dans la cohésion. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Félix Adom, parrain de Bonjour à Bengourou, s'est réjoui de la fraternité, de la cohésion et de la solidarité entre les filles et les fils de la région. Nous sommes une même famille, nous travaillons ensemble la main dans la main et nous travaillons pour le bien-être et le devenir des populations. Nous voulons que notre région fasse la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle l'a fait pendant de nombreuses années, elle le fait encore aujourd'hui. Donc merci à Bonjour. Bonjour pour la première fois à Abengourou, une fierté pour les populations. Cet événement a été magnifique. Ce sont des bons humoristes. On s'est bien amusé. Nous souhaitons que Bonjour 2023 revienne à Abengourou. Merci au ministre Adom Roger pour sa présence, pour tout ce qu'il fait pour la population d'Abengourou. Nous les voyons d'habitude à la télé, mais pas à Abengourou. Et cette fois-ci, grâce au ministre, on les a reçus. Que le Seigneur lui donne tout ce que son cœur désire. Après Abengourou, humoristes et équipe de production de Bonjour mettront le cap sur les villes de Touba et de Bouna, respectivement les vendredis 11 et dimanche 13 février prochains. Il y a une go qui partait tromper son mari. Et puis elle voit son mari même qui sort de l'hôtel à une femme. Je lui ai dit à son gars, attends-moi, je vais régler un truc, je viens. Elle va vers son mari. Tu vois? Quand elle te dit qu'il est attrapé à une femme là, tu vois, je suis venu à un témoin. Continuons de sourire à la vie. Après une année 2021 riche en activités, l'Association des cadres ressortissants du Centre pour le développement ACCD RHDP s'est réunie hier à son siège. À l'ordre du jour de cette rencontre, maintenir l'élan de mobilisation afin de réaliser plus d'actions de développement au profit des populations. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, président de l'ACCD RHDP, invite les élus et cadres à promouvoir la paix, la cohésion. Mama Traoré. C'est la première grande réunion que tient l'Association des cadres ressortissants du Centre pour le développement ACCD RHDP en 2022. Aux côtés du ministre Amédée Kwaku, président de l'association, la ministre gouverneur du district autonome des Lacs Raymond Goudou Kofi et le secrétaire d'État Brice Kwasi. Une seule préoccupation a meublé ces échanges entre élus et cadres, la nécessité de réaliser des actions de développement au profit des populations du Grand Centre. Nous nous engageons à être des acteurs de développement pour le bien-être de nos chères populations, convaincus que la finalité ultime de toute action politique vraie, c'est l'homme et son épanouissement. Pour le président de l'ACCD RHDP, c'est avec le président Alassane Ouattara que les élus et cadres du centre arriveront à répondre aux aspirations de leur population. Il les invite donc à l'union. Notre pays, nos régions ne peuvent se développer que si nous avons la paix. Parce que sans paix, rien ne peut se faire. Et nous avons l'obligation d'expliquer cela à nos parents. Parce que si nous sommes unis, nous allons aller loin. Si nous sommes désunis, nous allons échouer tous. Et nous n'avons pas besoin que dans nos régions, on ait l'échec. Après cette rencontre, la CCD RHDP prévoit d'effectuer une tournée dans le Grand Centre en vue de prôner les idéaux de paix et de développement chers au président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a un nouveau consul général à Paris. Son nom, Isiaka Konaté, nommé en novembre dernier. Il a été installé vendredi dernier par l'ambassadeur Maurice Bandama. Il représentait donc la ministre d'État Kandia Camara. Le récit est signé à Boussanogo. Isiaka Konaté est le nouveau consul général de la Côte d'Ivoire à Paris. Il a été installé par l'ambassadeur Maurice Bandama et Abdoulaye Kouyaté, représentant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée à ma personne, pour cette importante tâche qui est un défi en ce qui me concerne, même si j'ai travaillé au sein de la diaspora, même si j'ai continué de travailler au niveau des Ivoiriens de l'extérieur, c'est un défi que j'espère que nous allons relever. Mais jamais seuls les défis ne se relèvent, jamais seuls les défis se relèvent, toujours ensemble dans une équipe. Le chef de la représentation diplomatique ivoirienne à Paris, Maurice Bandama, a rappelé le rôle du consul général ivoirien à Paris au regard du nombre des Ivoiriens vivant dans l'Hexagone. Cette nomination
en la personne de M. Chaka Konaté est une nomination méritée. M. Chaka Konaté est un homme de la diaspora. Il a été pendant longtemps le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Il connaît donc la Côte d'Ivoire de l'extérieur, les Ivoiriens. C'est donc à juste titre que, sur proposition de Madame la ministre d'État, le chef de l'État a nommé l'ambassadeur Chaka Konaté comme consul général ici à Paris. Je suis personnellement convaincu que le travail qu'il a pu abattre au niveau de la diaspora, s'il le fait ici, il n'y a pas de raison que les choses n'évoluent pas. Je voudrais le féliciter au nom de Madame le ministre d'État, le féliciter et lui souhaiter bon vent. Kouyaté Abdoulaye, représentant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a exprimé sa satisfaction sur la qualité des services du consulat à Paris, qui ont délivré 21 000 passeports au titre de l'année 2021 contre 18 000 en 2020. On en arrive à notre dossier inter de ce 20h. On fait un focus ce soir sur le Mali. Cela fait un mois, jour pour jour, que ce pays a été sanctionné par la CEDEAO. Les États membres ont fermé leurs frontières avec le Mali. Un embargo économique qui limite les échanges commerciaux aux seuls biens de première nécessité. 4 semaines après, l'impact de ce blocus financier se fait de plus en plus sentir. Ce grand pays sahélien qui n'a aucune ouverture sur la mer est à bout de souffle. Mali, la vie après l'embargo, c'est le dossier inter signé Abdoulaye Koné. Je vous invite à regarder. C'est le 6e sommet extraordinaire auquel vos excellences ont participé concernant les questions du Mali et de la Guinée. 9 janvier 2022, 9 février 2022. Il y a exactement un mois que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO décidaient de sanctionner le Mali. Une décision avec effet immédiat assortie de la fermeture des frontières et d'un blocus économique. Une semaine plus tard, le gouvernement de la transition appelait les populations à manifester en soutien aux autorités de la junte et contre les mesures jugées extrêmes de la CEDEAO. Une mobilisation des grands jours certes, mais une situation qui depuis lors est devenue intenable pour les opérateurs économiques, un mois après les décisions de la CEDEAO. En tant que commerçant, les prix ont augmenté. Il y a l'inflation générale, il y a l'inflation interne. Est-ce que tu vois? Parce que l'inflation générale, les prix ont augmenté sur le plan international. Mais l'inflation interne, ça c'est dû vraiment à l'embargo. Depuis le début de la sanction, nous, on a eu beaucoup de difficultés dans notre entreprise. Et les transitaires, les transporteurs, nous, franchement, on ne travaille pas sous l'embargo. À Bamako, le quotidien des populations ne s'est pas non plus amélioré. L'inflation est au rendez-vous. Aujourd'hui, à part les légumes, rien n'est abordable dans le marché. Ni oignons, ni d'huile, la viande même n'en parlons pas. Les mesures prises par la CEDEAO n'étaient pas destinées à rendre pénibles les conditions de vie des populations, mais d'emmener la junte à raccourcir la durée de la transition. Pour preuve, les produits médicaux et de première nécessité ne sont pas concernés par l'embargo. D'avis d'experts, les sanctions de la CEDEAO sont arrivées dans un contexte économique délétère. La condition du pays reste marquée par la chute des exportations en 2020 et la baisse des importations. Un blocus financier qui représente un frein pour le refinancement du Mali sur les marchés obligataires de l'UEMOA. Le Mali mobilise près de 850 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Alors si le Mali est en conflit avec l'UEMOA, il va sans dire que pour la mobilisation de ces ressources additionnelles nécessaires à son budget, le Mali aura beaucoup de difficultés pour boucler son budget. Cette année, le Mali tablait sur une augmentation réelle de son PIB de l'ordre de 5,7%. Et le Mali misait sur des hypothèses de relance de son économie via les exportations, via les secteurs secondaires et tertiaires. Malheureusement, le crédit bancaire va s'amenuiser dû au gel des avoirs du Mali au niveau des banques et même les banques auront du mal à se refinancer puisqu'elles sont liées à la Banque centrale.
Donc il va sans dire que le Mali est aujourd'hui en réelle difficulté. C'est vrai que les autorités maliennes, pour des raisons politiques, essaient de donner l'impression de tenir la dragée haute, mais je n'ai pas l'impression que le Mali pourra tenir pendant 5-6 mois. Bien que sensible à la situation que traverse le Mali, il s'agit pour la CEDEAO, dont la crédibilité est en jeu, de défendre ses principes fondamentaux de gouvernance et de prévenir l'instabilité régionale. Personne n'a envie de voir le Mali ostracisé, excommunié carrément de la communauté que nous formons. Donc nous nous réjouissons. Je pense à dire aussi se réjouit que les autorités maliennes se mettent dans de nouvelles dispositions. Après, n'ont pas toujours fermé la porte, tant mieux. C'est la preuve que le dialogue reste la base des relations en Afrique de l'Ouest. Les exigences à la CEDEAO sont claires, c'est d'avoir un calendrier raisonnable pour un retour le plus rapide à l'ordre constitutionnel en tenant compte justement des réalités au Mali. Donc, je pense que si la junte montre plus l'ouverture, comme on le voit, et qu'elle propose un calendrier constructif, il n'y a pas de raison que la CEDEAO et toute l'Afrique de l'Ouest des peuples n'accompagnent pas la junte dans la sortie de crise. Ces dernières 24 heures, les autorités de la transition ont multiplié des gestes d'apaisement à l'endroit de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. En témoigne cette note officielle signée du ministre de l'Administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale concernant la conduite de la transition, le gouvernement de la République du Mali a mis en place un mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique. Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel. Rappelons que la CEDEAO entend lever progressivement ses sanctions contre le Mali si et seulement si les autorités actuelles présentent un calendrier acceptable et que des progrès satisfaisants soient observés dans sa mise en œuvre. Voilà, Mali, la vie au rythme des sanctions, c'était le dossier interréalisé pour vous par Abdoulaye Koné. Et à quand donc le retour de l'ordre constitutionnel au Mali? On n'en sait rien pour l'heure, mais l'opposition annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités de transition le 25 mars prochain. Cette décision a été communiquée hier par le cadre des partis pour une transition réussie qui rassemble plusieurs dizaines de mouvements politiques. Le 25 mars prochain, cela fera tout juste 18 mois que la junte a pris le pouvoir par la force, et c'est également la durée initialement fixée par la charte de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le cadre propose donc à compter de cette date de ne plus reconnaître les actuelles autorités maliennes. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal réalisé par Mariette Alangba, supervisé par Hervé Blé. Merci à toute la régie là-haut et à Perpétue. Surtout à vous de continuer à nous suivre. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Abdoulaye Koné, mais surtout avec Kolo Koulibaly, Très belle soirée, prenez soin de vous et à très bientôt.